Merci. Merci, monsieur le professeur. Mesdames, messieurs, je voudrais vous dire très sincèrement combien je suis heureux et même flatté de pouvoir célébrer avec vous le 40e anniversaire de la Société japonaise de dialectique du français en abordant un thème qui m'est cher, aussi bien en tant que président de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat que comme secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et vous me permettrez d'y ajouter une fonction à laquelle j'ai été également très attaché, parce que vous la citez souvent, c'est celle de président de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, un endroit où on a réfléchi sur la politique des langues, sur la connaissance mutuelle des cultures et des langues, en particulier en Europe, mais ceci est vrai aussi dans d'autres, pour les rapports avec les autres continents, et où on a défini justement ce cadre commun de l'enseignement des langues auquel vous faites souvent référence. Voilà pourquoi je me permets de rappeler que j'ai eu aussi une expérience de 15 ans à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dont 3 en tant que président de cette commission, où j'avais également fait prendre des positions par le Conseil de l'Europe sur ce problème. Je veux parler de la politique linguistique de la France et de la promotion du plurilinguisme et du pluriculturalisme dans le monde. Je ferai quelques références, même si je ne suis pas le plus formé à cela, en commençant par évoquer, au début de ces éléments de linguistique générale, l'éminent linguiste fonctionnaliste André Martinet, qui rappelle que les institutions n'étant point des données premières, mais des produits de la vie en société, elles ne sont pas immuables, elles sont susceptibles de changer sous la pression de besoins divers et sous l'influence d'autres communautés. Il n'en va pas autrement pour ces différentes modalités du langage que sont les langues. Les langues sont des institutions sociales qui servent à la fois d'instruments de communication, de moyens d'expression de la vie culturelle au sens le plus large des groupes humains et en particulier des peuples. Système infiniment varié de signes et de conventions, elles sont reçues, transformées et transmises par chaque génération. Leur évolution, plus ou moins rapide au cours de leur histoire, répond à des dynamiques internes et à des impulsions externes. Devant un parterre de linguistes aussi distingués, je ne me risquerai pas à décrire les facteurs et les logiques de transformation interne des langues et par exemple de leur phonologie. Je me concentrerai sur les facteurs que j'appellerai par commodité externes et plus précisément sur les politiques linguistiques. J'entends par là l'ensemble des interventions du pouvoir politique, quel que soit leur objectif et leur modalité, sur des langues parlées sur le territoire de l'État qu'il dirige, en prenant en compte les langues nationales, officielles, régionales et étrangères. Je m'appuierai sur l'examen du cas français, celui que je connais évidemment le mieux et qui m'intéresse au premier chef. Cependant, considérant que tous les États ont agi au cours de leur histoire et continuent d'agir à des degrés divers dans le domaine linguistique, je ne m'interdirai pas les comparaisons internationales pour mettre en évidence certains éléments de singularité ou au contraire certains points de convergence. La légitimité et l'utilité linguistique sont attestés depuis fort longtemps. Il convient en effet de noter que la Constitution et le bon fonctionnement d'un État nécessitent bien souvent le choix d'une langue de l'administration et de la justice qui soit partagée par la plus large partie possible de la population. Le pouvoir politique se borne alors à reconnaître un statut particulier à une langue préexistante qu'il ne cherche pas à modifier. Les exemples en sont nombreux dès l'Antiquité. L'Empire byzantin a longtemps maintenu la fiction de poursuivre l'œuvre de l'Empire romain en gardant le latin comme idiome officiel. C'est seulement au 7e siècle que l'empereur Héraclius le remplace par le grec parlé par la majorité de la population afin de rapprocher le pouvoir du peuple et faciliter l'acceptation des réformes et entreprendre de nouvelles expéditions. L'élévation de parler au rang de langues officielles est un geste symbolique très fort qui peut marquer l'affirmation de l'indépendance de la nation,
le souci d'une réconciliation civile ou encore l'espoir d'une coopération internationale. Alors évidemment, je ne vais pas me priver de me reporter à l'exemple anglais. Édouard III d'Angleterre, en pleine guerre de 100 ans, cherche à exalter le sentiment national en lançant le mouvement de remplacement du français, déjà, par l'anglais en tant que langue du Parlement et des cours de justice. Plus près de nous, en 1950, l'Inde a choisi, parmi la multitude des langues qu'elle abrite, 2 langues fédérales officielles, l'anglais et le hindi. Ce choix éminemment politique marque une double volonté de poursuivre l'unification de l'espace indien engagé par l'ancien colonisateur et de célébrer l'indépendance retrouvée grâce au mouvement nationaliste. L'adoption du français comme langue officielle dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest à l'indépendance visait également à s'appuyer sur les structures administratives existantes, à dépasser les clivages ethniques et à ouvrir le champ d'une coopération régionale au service du développement. Les politiques linguistiques peuvent déborder le choix d'une langue officielle pour agir directement sur l'écriture ou sur le lexique et pour influer sur les usages sociaux. Cela passe par exemple par la fondation d'académies, de commissions chargées de veiller plus ou moins souplement à l'intégrité d'une langue. L'Académie française, fondée en 1635, a contribué à fixer la norme du français classique en s'appuyant sur les usages en vigueur dans les hôtels et les salons parisiens. Mais l'objectif est parfois plus large et plus ambitieux. Je pense par exemple à la Turquie de Mustafa Kemal, où la modernisation du pays se traduisit par un bouleversement de la langue turque elle-même, l'adoption de l'alphabet latin et la refonte du vocabulaire sur des racines autochtones. En Asie de l'Est, le cas coréen est aussi intéressant, puisque l'alphabet Hangul, substitué au caractère chinois, est créé par la volonté directe du roi Sejong au XVe siècle. Dans le meilleur des cas, l'intervention politique vise à l'élaboration d'une norme, d'un standard, à partir de plusieurs dialectes ou variantes, dans le but de diffuser l'alphabétisation, de démocratiser l'éducation, de contribuer au développement économique et humain du pays. Ces transformations bénéfiques peuvent aussi être douloureuses, puisqu'elles sont parfois accompagnées d'une volonté de rompre brutalement avec le passé et de délégitimer les élites traditionnelles. Dans le pire des cas, George Orwell nous l'a bien sûr rappelé dans son roman 1984, cette action aboutit à la constitution de novlangues artificielles imposées par la terreur pour justifier tout simplement une oppression. Enfin, les États interviennent au travers de leur politique éducative pour régler les modalités d'apprentissage de langues nationales, régionales ou étrangères. Dans les démocraties contemporaines, il s'agit de concilier 3 objectifs principaux. Assurer la maîtrise de la langue commune, héritage partagé entre les citoyens, respecter et faire vivre les identités locales, et enfin, faire l'expérience enrichissante de la diversité culturelle du monde. Permettez-moi, après cette description générale des principaux objectifs et leviers des politiques linguistiques, de retracer à grands traits l'histoire de la politique linguistique française. Je préciserai ensuite le cadre juridique actuel tel que l'a défini la Constitution de la Ve République dans sa version révisée en juillet 2008. En France, la France offre l'exemple d'un État dont l'unité, longtemps incertaine, s'est construite par la langue. 3 dates essentielles me semblent devoir servir de jalon, mais vous le savez, 1539, 1794, 1992. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, éditée par le roi François Ier en août 1539, fait du français la langue de la vie administrative et de la justice du royaume, prenant ainsi la place non seulement du latin, mais pour certains actes de différentes langues parlées dans les provinces. Cette décision politique tendait manifestement à l'unification du royaume et à l'affirmation d'un pouvoir central fort et jetait les premières bases de l'harmonisation des droits locaux. À cette époque, le français est surtout la langue de la cour, la langue de Paris. Elle est dotée d'un prestige littéraire dès le Moyen-Âge et développe progressivement une prose vernaculaire dans tous les genres, y compris techniques,
comme le montre l'œuvre de l'économiste et physicien Nicolas Orem dès le XIVe siècle. Elle est en voie de standardisation sans que l'État ait encore entrepris d'agir en la matière. C'est d'ailleurs à Londres, paradoxalement, en 1530, que paraît la première grammaire du français sous la plume d'un Anglais, merci à eux, John Palsgrave. Sous la Révolution française, le mouvement de diffusion de la langue française reprend vigoureusement, au détriment des langues régionales. Celles-ci sont considérées comme une menace pour l'unité de la nation et comme des instruments facilitant la propagande religieuse et royaliste dans les campagnes. L'abbé Grégoire remet en 1794 un rapport au nom évocateur sur la nécessité et les moyens d'anéantir le patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Un décret sanctionne de destitution et d'emprisonnement tout agent public dressant dans l'exercice de ses fonctions un acte quelconque, jugement, contrat, procès-verbal ou autre, dans une langue autre que le français. Ces excès du Comité de salut public sont rapidement contenus, heureusement. Demeure l'œuvre de Joseph Lacanal, qui prévoit l'ouverture sur tout le territoire de milliers d'écoles primaires où l'enseignement devra se faire en langue française, l'idiome local ne pouvant être employé que comme un moyen auxiliaire. Au-delà de la volonté de simplification et d'efficacité administrative sur l'ensemble du territoire, l'enjeu est fondamentalement politique et symbolique. La langue unique de la vie publique devient définitivement le français, élevé au rang d'emblème du peuple français indivisible dont tous les citoyens sont égaux en droit. Les républicains du XIXe et du XXe siècle perpétueront cette conception de la langue française, associée désormais aux Lumières, à la modernité, aux principes fondateurs du régime lui-même, égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction, indivisibilité de la République, unicité du peuple français. Il faut pourtant attendre le 25 juin 1992 pour que le français, en tant que norme linguistique, se voit reconnaître une place au sommet de l'ordre juridique. L'article 2 de la Constitution de la Ve République prévoit depuis cette date que la langue de la République est le français. Il a fallu attendre 1992. Le contexte international a pesé sur cette décision. Ce n'était plus la concurrence des parlers et des identités régionales qui la motivait, mais l'approfondissement de la construction européenne et l'expansion accélérée de l'anglais. Il fallait en effet se ressaisir et signifier à nos partenaires que nous ne laisserions pas affaiblir la pluralité linguistique au sein de l'Union européenne au profit d'un unilinguisme anglophone. Donc voilà une réponse par la voie d'une modification de la Constitution. Les arrangements pratiques et les commodités administratives ne doivent pas flétrir l'esprit des institutions que les peuples européens ont bâti pour construire un avenir commun, pacifique et prospère. Comment imaginer d'ailleurs que les citoyens puissent adhérer à ce projet et y participer activement s'ils ne sont pas en mesure de se l'approprier dans la langue de leur pays? Comment respecter l'idéal de transparence démocratique si les processus de décision et le droit européen demeurent incompréhensibles aux citoyens? Ce combat pour le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes, je faisais allusion à mon long passage au Conseil de l'Europe qui lui regroupe les 47 pays européens, pas seulement les 24 de l'Union européenne, mais l'ensemble des pays européens, y compris la Russie et les pays slaves. Ce combat pour le respect de la diversité linguistique dans le fonctionnement des institutions européennes est toujours d'actualité et sur ce combat, le Sénat français demeure mobilisé. La dernière révision de la Constitution, promulguée le 23 juillet 2008, a achevé de préciser le cadre juridique général réglant la politique linguistique. Au terme de débats parlementaires riches et passionnés, deux innovations majeures ont fait leur entrée dans notre loi fondamentale. D'une part, la promotion de la francophonie, à laquelle est fixé le but de développer la solidarité et la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. C'est maintenant inscrit à l'article 87 de la Constitution. Je suis d'autant plus heureux de cette décision que j'ai été l'auteur de l'amendement qui l'a fait inscrire, et c'était ma troisième tentative, ce qui montre qu'il y a eu des débats nombreux. J'avais auparavant déjà essayé et échoué, car ça n'était peut-être pas le meilleur moment à l'occasion d'une révision de la Constitution.
J'y agissais en commun avec un grand sénateur français, Maurice Schumann, qui fut membre de l'Académie française et un proche collaborateur du général de Gaulle. Finalement, ceci s'est fait à l'occasion de la dernière révision. J'ai porté cette proposition avec plusieurs de mes collègues sénateurs au cours du débat constitutionnel et ça avait été proposé à l'unanimité, cette fois-ci, par le Sénat. D'autre part, la reconnaissance des langues régionales comme partie intégrante du patrimoine de la France. Ça aussi, c'est important. J'ai indiqué que le français avait été porté par les hommes de la Révolution contre les langues régionales. Je crois qu'on ne peut pas, sauf à être d'une parfaite hypocrisie, revendiquer le pluralisme linguistique quand il s'agit de la place du français dans le monde et ne pas prendre en considération comme expression régionale de partie de la population française les langues régionales qui avaient souvent une grande histoire, qu'il s'agisse du breton, qu'il s'agisse du basque, qu'il s'agisse de l'alsacien, qu'il s'agisse des Languedoc. Nous avions toute une histoire qui concernait une part importante du peuple français à travers également ces langues régionales, sans oublier les langues régionales du Nord, comme le picard de ma région, qui n'existe plus que par des textes du Moyen-Âge, mais qui est tout de même tout à fait intéressant. La France peut s'enorgueillir de détenir le patrimoine linguistique le plus riche d'Europe, grâce à la diversité des presque 80 langues pratiquées dans nos régions, et notamment outre-mer. Je voudrais dire aussi, pour être honnête, que l'essentiel de ces 80 langues nous est apporté par les langues des îles, des Antilles, et aussi par la Guyane, qui a dans ce domaine une diversité de langues amérindiennes assez extraordinaire. Monsieur Norse, délégué général à la langue française et aux langues de France, c'est son titre maintenant, et il est significatif, pourra vous en parler puisqu'il est là, qu'il sera là, pourra vous en parler beaucoup mieux que moi. Je ne peux les citer toutes, mais je mentionnais à l'instant le basque, le breton, le picard, l'occitan, le corse, ne pas l'oublier, ainsi que le tahitien, le marquisien, les diverses écoles, les langues kanak et amérindiennes. Elles sont pour de nombreux citoyens français des vecteurs essentiels d'expression de leurs pensées et de leurs aspirations les plus intimes. Elles sont le reflet de cultures locales qui ont pu par le passé être exagérément opposées à la civilisation française, mais qui en réalité ne lui sont pas nécessairement antagonistes et peuvent bien souvent la vitaliser harmonieusement. Avant leur inscription dans la Constitution, les langues régionales avaient depuis longtemps été dotées d'un véritable statut. Il faut même le rappeler. La loi d'Exonne de 1951 a permis l'enseignement du breton, du basque, de l'occitan et du catalan dans les collèges et les lycées. Cette possibilité est ensuite étendue à d'autres langues, de telle sorte, rappelons-le quand même, quand on dit que la France n'a pas respecté les langues locales, plus de 400 000 élèves en France actuellement reçoivent aujourd'hui un enseignement de langue régionale. Je crois qu'il faut quand même le rappeler, 400 000, ça n'est pas négligeable. Ces effectifs, en constante augmentation, ont été décuplés en 10 ans. Voilà quand même, si vous voulez, voilà des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit, qu'on n'évoque pas toujours. Autre volet important de la politique linguistique, sur lequel se joue en partie la crédibilité du statut international du français, l'enseignement des langues étrangères. Monsieur le professeur, vous avez bien voulu rappeler les rapports que j'ai commis à ce sujet. Tous les écoliers de France reçoivent désormais, dès le primaire, un enseignement d'au moins une langue vivante étrangère. C'est l'aboutissement positif d'un processus graduel échelonné sur 10 ans. Cependant, le choix de faire assurer les cours de langue par les enseignants eux-mêmes a conduit à une distorsion préjudiciable en faveur de l'anglais, souvent la seule langue poursuivie à l'université par les futurs professeurs des écoles. Dès lors, il n'est pas étonnant que 90% des élèves de primaire apprennent l'anglais, parfois même contre le souhait des familles. Là, c'est une remarque que j'ai longtemps faite. Je suis un partisan déterminé de l'enseignement des langues étrangères le plus tôt possible. L'oreille des enfants est ainsi faite qu'on apprend plus facilement une langue étrangère si l'on commence tôt. Et c'est la thèse que soutient, je suis son disciple dans ce domaine, le professeur Agege, professeur au Collège de France et grand spécialiste de linguistique. Mais il m'aurait paru souhaitable de ne pas nécessairement commencer par l'anglais comme première langue étrangère
apprises, puisque de toute façon, les élèves apprendront l'anglais au cours de leur scolarité et que l'anglais est soutenu, porté par par l'air du temps, disons. Et si nous voulons que les jeunes Français maîtrisent bien 2 langues étrangères, dont une sera fatalement l'anglais, le plus tôt ils vont rencontrer une autre langue que l'anglais, plus cela donnera de chances pour eux d'être également des locuteurs de cette autre langue. Or, j'en suis profondément convaincu, ce qui fera la différence sur un curriculum vitae, en matière culturelle comme en matière professionnelle, c'est pas seulement la maîtrise de l'anglais que l'on doit connaître, mais que tout le monde connaîtra, c'est la connaissance d'une ou plusieurs autres langues étrangères qui ajoutent véritablement un plus. Voilà, je crois, une raison objective de dire qu'il serait utile, et souvent utile pour les familles et pour l'élève lui-même, qu'il commence très tôt la connaissance d'une autre langue étrangère. Et que nous avons raison de nous donner comme objectif pour tous les jeunes Français de maîtriser, outre l'excellente connaissance qu'ils doivent avoir de leur langue, bien évidemment, la connaissance de 2 autres langues. Alors que des pays réduisent leur action dans ce domaine, ne connaissent qu'une langue étrangère, l'anglais, je pense que ce sera pour nous dans l'avenir un atout très important de dire que nous aurons la connaissance d'au moins 2 langues étrangères et de nous tenir véritablement à cette position. Au collège et au lycée, force est de constater l'établissement d'un duopole anglais première langue, espagnol seconde langue. Globalement, en 2009, 98% des élèves apprenaient l'anglais, 40% l'espagnol. La prépondérance massive de l'anglais s'est encore renforcée en une génération, au détriment notamment de l'allemand. Et je me permettrai de le regretter, car l'allemand est le principal partenaire politique, mais surtout économique, de la France. Et voir les Français et les Allemands se parler par le truchement de l'anglais est quand même paradoxal, alors que nous avons tant à faire en commun et que l'Europe se bâtit largement sur un débat du duo franco-allemand. La position de l'espagnol est à peine moins forte. 70% des élèves ayant un enseignement de seconde langue l'étudient, contre 15% pour l'allemand, 8% pour l'anglais, 6% pour l'italien. Les autres langues stagnent à des niveaux encore plus bas et ne concernent au mieux que quelques dizaines de milliers d'élèves. Ainsi, malgré la tradition orientaliste française et la présence de fortes communautés immigrées, le poids économique des pays arabes et les liens historiques qui les unissent à la France, l'enseignement de l'arabe stagne à 0,1% de l'effectif total. D'ailleurs, même au sein des langues rares, l'arabe occupe une position secondaire, nettement derrière le portugais, le russe et le chinois. Alors je crois que nous devons sur ce point rééquilibrer les choses. C'est une chance pour la France d'avoir sur son sol de nombreuses populations qui sont maintenant des citoyens français, mais qui avaient des racines de l'autre côté de la Méditerranée, et que, vu l'importance des liens entre la France et puis ces pays du Maghreb et même du Machrek, il serait très important d'avoir une population qui parle bien la langue arabe, et non pas une population, comme on le constate actuellement dans nos banlieues, qui n'a plus une bonne connaissance de l'arabe, mais qui n'est pas pour autant bien scolarisée en français, et qui se trouve de ce point de vue-là en grande difficulté pour dialoguer avec son environnement. Et on sait bien que quand on ne peut pas dialoguer avec son environnement, on a des réactions d'agressivité à l'égard de son environnement. Voilà pourquoi ce problème de l'enseignement de l'arabe est pour nous un problème politique très important, je dirais même fondamental. Mais il y a aussi à ne pas penser ou ne pas raisonner qu'en termes d'environnement immédiat ou d'environnement européen, et j'ai insisté aussi dans mes 2 rapports au Sénat sur l'enseignement des langues étrangères, sur l'importance d'avoir un volet de Français qui apprennent davantage les langues orientales, et je pense au japonais et je pense au chinois. Je crois qu'il y a pas assez de Français qui apprennent le japonais, alors que l'importance des rapports entre le Japon et la France justifierait que nous ayons un nombre plus important de jeunes Français qui maîtrisent bien la connaissance du japonais. Pourquoi je suis heureux d'être venu avec un collaborateur de la Commission des affaires culturelles du Sénat qui parle discrètement 7 langues étrangères, le grec et le latin, mais aussi 5 autres langues, et parmi celles-ci, il a fait l'hindi. Il est en train d'apprendre le japonais, qu'il commence déjà à parler. Donc voilà, je crois, le bon exemple. Il nous faut souhaiter avoir en France des hommes et des femmes qui parlent également
les langues orientales pour favoriser le contact de point plein pied avec des marchés sans doute, mais d'abord des cultures. Le risque n'est donc pas, on le voit, d'un désintérêt généralisé des Français pour les langues étrangères. On est de ce point de vue-là plus ouvert que nos amis anglais qui viennent de supprimer pratiquement l'obligation d'apprendre une langue étrangère, ce qui n'est pas une ouverture, me semble-t-il, mais la restriction aux seules langues anglaises et espagnoles avec comme corollaire la marginalisation de toutes les autres. Cette restriction des choix linguistiques, appuyée sur des calculs à court terme, des calculs de ministère des Finances, me paraît très préjudiciable. L'apprentissage des grandes langues de la planète donne l'accès non seulement à des cultures fécondes et originales, mais encore à des marchés et des opportunités d'emploi dans des pays en forte croissance. De plus, la maîtrise des langues de nos partenaires les plus proches, allemands bien sûr, mais aussi portugais, polonais, néerlandais, scandinaves, est essentielle pour forger un creuset européen commun. Enfin, il serait illusoire d'espérer faire rayonner la culture et la langue française dans le monde sans favoriser en France l'épanouissement d'autres langues et d'autres cultures. Un discours non hypocrite est un discours dans le domaine culturel fondé sur la réciprocité et donc l'égalité. Je crois qu'il faut l'affirmer fortement. C'est donc bien le défi de la diversification de l'enseignement des langues qu'il nous faut relever. La France pourrait encore donner aujourd'hui l'image d'un pays partisan du multilinguisme et du pluriculturalisme au niveau international, mais conservant une certaine méfiance à l'égard des langues régionales. Je le disais, une certaine indifférence aux langues étrangères. Elle serait en somme, pour paraphraser du Bellay, trop exclusivement attachée à la seule défense et illustration de la langue française. Je crois qu'il convient de nuancer et de rectifier cette présentation. Le français occupe légitimement une place prééminente, fruit d'une volonté politique maintenue constante au milieu des vicissitudes de l'histoire, quels que soient les régimes. Cependant, ce trait ancien s'est progressivement tempéré, si bien que le monolinguisme affiché me paraît aujourd'hui masquer, d'une part, la reconnaissance croissante de la diversité culturelle au sein de la nation, d'autre part, les débats qui traversent notre société sur l'avenir du français comme langue internationale et le cap à tenir dans les remous de la mondialisation. Ce que j'appellerais volontiers une situation de plurilinguisme toléré n'est pas sans ambivalence. Il est certainement positif lorsqu'il vise à régler pacifiquement les vieilles querelles linguistiques et à embrasser tout l'espace francophone dans sa richesse. Il est plus inquiétant de remarquer combien il nourrit l'indifférence, voire justifie le remplacement insidieux du français par l'anglais dans les milieux économiques et le monde scientifique. La loi sur la langue française, la loi Toubon de 1994, que je connais bien pour en avoir été le rapporteur au Sénat, avait justement pour but de protéger les droits des salariés et des consommateurs à recevoir en français toutes les informations et les documents nécessaires à l'exercice de leur métier ou à leur vie quotidienne. Il paraît aujourd'hui plus que jamais essentiel de préserver en France le droit pour chaque citoyen de s'exprimer, de s'informer, de travailler et de créer dans la langue commune le français. Malheureusement, ce droit est de plus en plus remis en cause dans les grandes entreprises, même lorsque leur siège est à Paris, dans le monde de la recherche scientifique et désormais dans l'enseignement supérieur. Discrètement, les universités, les grandes écoles se positionnent dans la compétition internationale, non sans arrière-pensée financière, en proposant des cursus exclusivement en anglais. Je parlais aussi des entreprises. En voilà un exemple récent. Air France. Qu'est-ce qu'il y a de plus emblématique de la France qu'Air France? Air France voulait imposer à ses salariés de travailler sur des descriptifs uniquement en anglais. Il fallut qu'un syndicat d'Air France aille devant la justice pour faire condamner Air France et dire qu'Air France doit impérativement fournir à ses salariés la traduction en anglais, en français, des choses qu'elle leur demande de faire. Bon, ça paraît un petit peu étonnant, mais il y a un vrai débat. Et Air France a suggéré à des parlementaires français, à l'occasion d'un texte sur la modernisation du régime juridique, d'inscrire cette possibilité pour elle dans le domaine des transports de ne pas fournir de traduction en français. Il a fallu que nous soyons sur ce point extrêmement vigilants pour que ce débat ne soit pas ainsi biaisé ou faussé ou inadapté. On voit bien qu'on est là devant un débat actuellement en France. Je voudrais en venir maintenant à ce problème des universités et grandes écoles. Le prétexte avancé par certaines élites françaises mérite un examen attentif.
Il s'agirait d'intégrer le mainstream, de s'abandonner au courant dominant de la mondialisation. Il y a un livre qui vient d'ailleurs écrit par un ancien agent culturel français à New York, un conseiller culturel français à New York, qui s'appelle Mainstream, et qui plaide cette position dans l'espoir obscur d'influencer la culture américaine de l'intérieur. Ceci revient à accepter délibérément le renforcement de la position déjà hyper centrale de l'anglais au sein du marché des langues, pour reprendre l'analyse critique du linguiste Louis-Jean Calvet, avec qui j'ai souvent dialogué. Si ce n'est celle de l'anglais en voie de fragmentation, en tout cas celle d'un sous-idiome, comme le fameux globish déterritorialisé, qui nierait l'intérêt et même la nécessité de maîtriser l'anglais dans le monde contemporain. C'est un constat banal, dont on veut fallacieusement conclure à la nécessité d'adopter définitivement l'anglais comme langue internationale unique. Je passe sur les constructions idéologiques extravagantes faisant de l'anglais une langue prédestinée par sa nature même à réunir les peuples maudits de l'antique Babel. Je ne vois pas de raison sérieuse de le faire à partir de la seule culture anglo-saxonne, qui n'est pas le creuset des progrès futurs de l'humanité ou l'interface idéale du dialogue entre les cultures. L'usage d'une langue, moi j'ai toujours ça à l'esprit, est toujours le produit de rapports de force, comme aimait à le rappeler Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Accepter l'emploi uniforme de l'anglais comme langue des affaires, c'est admettre progressivement les normes et les raisonnements juridiques de la tradition anglo-saxonne. Il me semble pourtant plus profitable de maintenir vivante l'interaction entre la common law et le droit romano-germanique, dont le code civil japonais de 1896 est lui-même un bel exemple. Approuver l'utilisation du seul anglais comme langue de publication scientifique, c'est se résigner à renforcer l'attraction des instituts de recherche américains. Se résoudre à l'affaiblissement du français, y compris en France même, serait donc une faute qui nous cantonnerait dans un statut politique et économique périphérique. À quoi sert l'exaltation de la francophonie et du multilatéralisme si l'on se prive, à pas feutrer et sans l'avouer, des moyens d'atteindre ces beaux objectifs? Je me souviens encore de l'avertissement du président Georges Pompidou. Si nous reculons sur le français, nous serons emportés. J'aime oublier cette formule. Je voudrais prendre un exemple récent. Il est de cette semaine. J'auditionnais la ministre française de l'enseignement supérieur, qui a entrepris un remarquable travail de modernisation de notre université en poussant à l'autonomie des universités, en obtenant des crédits très importants dans ce contexte budgétaire très difficile. Le gouvernement français fait un gros effort pour l'enseignement supérieur actuellement, incontestablement. Mais j'ai dû lui demander de préciser sa position, car devant l'exposé qu'elle vient de nous faire, et Dieu sait que je soutiens énergiquement sa position de modernisation de notre enseignement supérieur et d'accroissement des crédits, elle a eu une formule qui m'a alarmé. Elle a parlé de l'introduction de filières anglophones dans l'enseignement supérieur. Et là, je lui ai rappelé, je crois qu'il faut être très précis là-dessus, que la langue de la République étant, la langue de l'enseignement étant le français, on ne peut pas parler de filières, sans débat, de filières anglophones dans l'enseignement supérieur, sauf à rappeler que ces filières peuvent être créées si elles s'adressent uniquement à des étudiants étrangers anglophones, auquel cas on ne va pas les contraindre pour venir en France à passer obligatoirement par un français qu'ils ne maîtriseraient pas. Dans ce domaine, la loi le permet déjà. Que l'enseignement supérieur français réclame de tous ses étudiants une bonne connaissance de l'anglais me paraît aller de soi, même si je souhaite qu'il y ait à côté de la connaissance de l'anglais la connaissance d'au moins une autre langue étrangère, que certains cours soient faits en anglais si c'est une des façons d'améliorer la connaissance de l'anglais pour les étudiants. Pourquoi pas? Par contre, créer une filière intégralement anglophone pour les étudiants français ou francophones serait à ce moment-là, à mon avis, une faute et une faute grave. Madame la ministre, après cette remarque, a tenu à préciser les choses et à dire qu'en effet, elle s'était mal exprimée, qu'il ne fallait pas entendre par filière anglophone une filière où l'intégralité des cours destinés à des Français ou francophones serait fait en anglais, mais simplement une filière où l'on veille à ce que les étudiants aient aussi une bonne maîtrise de l'anglais, y compris à ce que certains cours soient dispensés en anglais comme moyen d'apprentissage de l'anglais scientifique ou technique.
Ceci peut s'accepter. Par contre, une filière, encore qu'en France, l'université diffuserait des cours intégralement en langue anglaise et uniquement en langue anglaise, serait, je crois, une grave faute, et une grave faute, y compris à l'égard de la francophonie tout entière. Pourquoi les Africains ont-ils fait le choix de la langue française? Ils l'ont fait comme choix d'une langue d'accès à la modernité. Pourquoi, à ce moment-là, irait-il passer par le français si l'anglais est une autre porte d'accès à la modernité et qu'ils peuvent éviter de passer par le français? Alors je crois qu'on a, au sommet de Montreux, où je me trouvais il y a 10 jours, on a beaucoup exalté le développement rapide actuellement du français en Afrique. Mais ce développement ne se maintiendra que si, en France et en Europe, le français continue à avoir un poids certain et si on évite des erreurs comme celle-là. Voilà très stratégiquement et très simplement, me semble-t-il, ce qu'il faut rappeler sur ce point. Ce qui vaut pour le français touche aussi pour les langues majeures du système international. Espagnol, portugais, russe, japonais, chinois, hindi, arabe, ces langues centrales se sont déployées dans tous les registres de la vie publique, des affaires, de la recherche, de la création. Elles sont les piliers du pluriculturalisme et du multilatéralisme défendus dans la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles signée en 2005. Aucune d'entre elles n'a vocation à renoncer à son statut pour se replier dans la seule intimité du quotidien. Laissez-moi conclure en évoquant 2 épisodes du Pantagruel de François Rabelais qui résument en quelque sorte mon propos. Le premier est celui, fameux, de l'écolier limousin noyant ses interlocuteurs sous un pseudo-latin obscur et qui finit châtié pour son dédain pour l'usance commun de parler. Aujourd'hui encore, il faut continuer à défendre contre les jargons prétentieux et les sabires à la mode la valeur du français, langue commune, reçue en partage par tous les citoyens et garant essentiel de la cohésion de la République. Le second épisode que j'aimerais vous rappeler, c'est celui de la rencontre avec Panurge. Avant d'utiliser le français, ce dernier s'adresse aux compagnons de Pantagruel en un nombre incroyable de langues, des plus courantes pour l'époque, l'italien, l'espagnol, l'anglais, aux plus exotiques, l'écossais, pour l'époque, l'écossais, le basque, l'hébreu, y compris des dialectes imaginaires. Souhaitons que les générations futures mûrissent l'exemple de Panurge, qu'elles maîtrisent avec confiance la finesse et la langue de leur pays, tout en s'ouvrant avec enthousiasme à la magnifique variété des langues du monde. Et comme le dit votre illustre Bachot, encore une année passée, et je porte toujours mes sandales et mon chapeau de pèlerin. Je vous remercie.